Je pensais être l'homme qui avait tout reconstruit. Une belle maison, un compte en banque confortable, des enfants qui semblaient retrouver le sourire grâce à Véronique. J'avais mis mon cœur et mes économies dans cette nouvelle vie. Quel naïf j'étais. Le silence dans le salon, ce jour-là, a brisé cette image idyllique. Derrière son masque de bienveillance, une machination se cachait. Ça touchait les enfants. Et ça touchait directement l'argent. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Julien Dubois. À 45 ans, au sommet de ma carrière d'architecte, je pensais avoir rebâti ma vie sur des fondations solides. J'avais tort. Ce matin-là, comme tous les matins depuis des années, j'avais quitté notre grande villa de Neuilly, sous un ciel parisien un peu morose. Mes chantiers s'enchaînaient, mon cabinet tournait à plein régime. J'étais, aux yeux du monde et surtout à mes propres yeux, un homme qui avait su transformer le chaos en une symétrie parfaite. Après le drame, après la perte de Sophie, ma première femme, le travail avait été mon encre, ma façon de prouver que je contrôlais encore quelque chose. Que je contrôlais tout. Sauf que ce jour-là, un imprévu est venu bousculer ma routine. Un rendez-vous client annulé à la dernière minute. Au lieu de me replonger dans mes plans, une idée, presque un caprice, m'a traversé l'esprit, rentrer à la maison. Sans prévenir. Une envie un peu bête, juste pour le plaisir de surprendre Véronique, ma seconde épouse, ou de voir les enfants avant l'heure habituelle. Je ne savais pas encore que cette impulsion allait pulvériser mon monde. En ouvrant la lourde porte d'entrée, un silence assourdissant m'a frappé. Un silence étrange, pas celui d'une maison vide, mais un silence lourd, oppressant, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Mon cœur a fait un bond. Normalement, à cette heure, c'était le joyeux brouhaha de Léa et Théo, ou la voix mélodieuse de Véronique, ou encore le léger chuchotement de Madame Bernard, notre gouvernante, qui emplissait les lieux. Mais là, rien. Juste le cliquetis de mes clés que je posais sur la console en marbre. J'ai retiré mes chaussures, machinalement, pour ne pas faire de bruit. Chaque pas sur le parquet ciré résonnait dans le hall immense. Une lumière jaunâtre filtrait des rideaux tirés du salon, donnant à la pièce une atmosphère irréelle, presque inquiétante. Et puis, je l'ai entendu. Un son ténu d'abord, presque imperceptible, puis plus distinct. Des sanglots étouffés, suivis d'une petite voix enfantine qui m'a glacé le sang. C'était Léa. Mon sang n'a fait qu'un tour. Léa, ma Léa, pleurait rarement. Et surtout, pas comme ça. C'était un sanglot désespéré, une supplique. Un mélange d'anxiété et de curiosité morbide m'a poussé vers le salon, chaque muscle tendu. Je me suis arrêté juste devant la porte, entr'ouverte, mon souffle coupé par ce que j'ai perçu. S'il te plaît, arrête. Je promets que Théo ne pleurera plus. Ces mots. La voix de ma petite Léa, si fragile, si suppliante, a retenti comme un coup de tonnerre dans le silence étouffant de la maison. Et puis, la réponse. Pas des mots que j'ai pu identifier, mais le ton. Ce ton sec, froid, presque métallique, de Véronique. Un ton que je n'avais jamais entendu de sa part, une froideur qui m'était totalement inconnue. Mon corps a réagi avant même que mon esprit ne puisse formuler une pensée. Une colère glaciale, silencieuse, a commencé à monter en moi. J'ai poussé la porte, un frisson d'horreur me parcourant l'échine. Le tableau qui s'est offert à mes yeux a figé l'instant. Léa, recroquevillée sur le grand canapé en cuir, ses petits bras protégeant Théo, qui, lui, sanglotait en silence, le visage enfoui dans l'épaule de sa sœur. Véronique était là, debout, son visage d'ordinaire si doux déformé par une expression que je ne lui connaissais pas, une main levée, figée en plein geste. Et la robe de Léa. Juste au niveau de l'épaule, le tissu était déchiré. Quand mes yeux ont rencontré ceux de Léa, une terreur pure, abyssale, y a brillé. Son regard m'a supplié, m'a imploré de comprendre, de la sauver. Et puis, il y a eu Véronique. Son sourire, si souvent parfait, s'est brisé,
s'est éteint en une fraction de seconde, laissant place à une grimace de surprise, puis de gêne, avant de se figer dans une tentative maladroite de reprendre contenance. La scène s'est figée. Le silence est revenu, mais cette fois, il était assourdissant, rempli de vérités indicibles. J'étais là, au milieu de mon salon, témoin d'une réalité que mon esprit refusait encore d'accepter. Mon monde venait de s'effondrer. Mon monde venait de s'effondrer, et pourtant, il était bâti sur du sable mouvant. En voyant Véronique, le masque tombé, et Léa, les yeux emplis d'une terreur que je n'aurais jamais imaginée, tout s'est bousculé dans ma tête. La scène s'est brouillée, mes pensées m'ont ramené en arrière, vers le moment où tout avait basculé, où j'avais, sans le vouloir, planté les graines de ce désastre. C'était il y a 4 ans. Le jour où Sophie nous a quittés. Je me souviens des couloirs aseptisés de l'American Hospital of Paris, de l'odeur entêtante de désinfectant. Ces derniers sourires, ces derniers mots murmurés avant que le silence ne l'emporte pour de bon. J'avais perdu ma femme, l'amour de ma vie, la mère de mes enfants. C'était une douleur physique, une amputation, qui m'avait vidé de toute substance. Les jours qui ont suivi ont été une brume épaisse, une incapacité à respirer, à penser, à ressentir quoi que ce soit d'autre que ce vide béant. Les enfants, Léa qui n'avait que 4 ans à l'époque et Théo, à peine 1 an, avaient perdu leur maman. J'étais là, physiquement présent, mais mon esprit était ailleurs, piégé dans mon propre chagrin. J'ai fui. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, des journées de 16 heures, des nuits blanches à dessiner, à calculer, à construire des mondes qui n'avaient rien à voir avec le mien. C'était mon échappatoire, ma drogue, ma façon de ne pas sombrer. Mais en me sauvant, je les avais un peu perdus, eux. J'avais délégué, inconsciemment, une partie de mon rôle de père, pensant que le simple fait de subvenir à leurs besoins était suffisant. Quelle erreur, quelle terrible erreur. C'est là que Véronique est entrée en scène. Elle était l'une des meilleures amies de Sophie, une femme au sourire éclatant, à l'énergie débordante. Elle avait été là pour les funérailles, pour les premiers mois de deuil, offrant son épaule, ses conseils, sa présence. Elle m'avait semblé être une bénédiction, une lumière dans l'obscurité. Elle s'était occupée de tout, la maison, les repas, les rendez-vous des enfants. Elle avait remis de l'ordre dans notre chaos, avec une efficacité et une douceur que j'avais trouvées incroyables. Elle est si dévouée, pensais-je, soulagé. Les enfants l'adorent. Et c'était vrai, Léa et Théo semblaient s'épanouir en sa présence. Elle racontait des histoires, organisait des jeux, s'assurait qu'ils aient toujours le bon goûter. Elle était la présence féminine dont ils avaient besoin, et dont j'avais, honnêtement, aussi besoin. Elle remplissait un vide, un silence que je trouvais insupportable. Mon mariage avec Véronique, 1 an après le décès de Sophie, avait été une décision prise plus par fatigue et par un besoin désespéré de stabilité que par un véritable amour passionnel. Je me souviens m'être dit, les enfants avaient besoin d'une présence féminine, et moi, j'avais besoin de silence. Le silence d'une maison enfin apaisée, le silence de mes propres tourments qui, je l'espérais, s'atténueraient avec le temps. Je m'étais convaincu que c'était la meilleure chose à faire pour tous. Elle était parfaite, trop parfaite, même. Avec le recul, des petites choses auraient dû m'alerter. La façon dont elle avait si habilement, si délicatement, écarté certains amis de Sophie, des amis qui, disait-elle, remuaient trop le passé. Ou comment elle insistait toujours pour que je me repose après une longue journée, s'assurant que j'ai mon verre de whisky et mon journal, loin du vacarme des enfants. Des détails anodins, à l'époque, que je rangeais sous la bannière de son dévouement et de son efficacité. J'avais mis mon masque d'homme fort, d'homme qui gère, et j'avais laissé Véronique faire le reste. J'avais confié ce qui était le plus précieux au monde de mes enfants à une illusion que j'avais moi-même créée. Et cette illusion, douce au début, était sur le point de se transformer en un cauchemar. L'illusion, donc. Elle s'était brisée en 1000 morceaux, là, devant mes yeux, au milieu de ce salon. Véronique, mon épouse, la mère de mes enfants, était restée figée un instant, son visage trahissant une peur panique, puis, tel un éclair, le masque est revenu,
plus lisse, plus parfait que jamais. « Chérie, tu es rentré tôt », a-t-elle lancé, sa voix à nouveau douce et enjouée, comme si rien ne s'était passé. Elle a esquissé un sourire, un peu trop large, un peu trop rapide. Léa était juste un peu capricieuse, tu sais comment sont les enfants. Elle ne voulait pas manger ses légumes. Une petite dispute, rien de grave. Elle s'est penchée vers Léa, tentant de la prendre dans ses bras, mais ma fille s'est recroquevillée davantage, son petit corps tremblant. Les yeux de Léa, toujours rivés sur moi, imploraient silencieusement. J'ai vu la déchirure sur sa robe, l'éclat de terreur dans ses pupilles, et les mots de Véronique se sont heurtés à un mur de glace dans mon esprit. Mon cerveau, qui venait de rejouer les scènes passées, s'est remis en mode architecte, analysant chaque détail, chaque fissure dans ce vernis parfait. Des légumes, ai-je dit, ma voix calme, étonnamment calme, même pour moi. C'est tout ? Véronique a ri, un rire cristallin, léger, un peu forcé. Bien sûr, mon amour. Les enfants, tu sais. Il faut de la discipline, de la fermeté parfois. Elle a jeté un regard rapide vers Léa, un regard que seule ma fille et moi pouvions intercepter, un éclair de menace dissimulée. Mais Léa tremblait trop. Et Théo, ce petit Théo, qui normalement courait vers moi en riant, restait blotti contre sa sœur, ses petits poings serrés sur son tissu. C'est là que j'ai remarqué, avec une acuité nouvelle, des marques rouges sur ses joues, que j'avais toujours mises sur le compte de jeux d'enfants ou de petites chutes. Des ecchymoses légères, fréquentes, que Véronique avait toujours expliquées avec une facilité déconcertante. Des excuses que j'avais avalées sans sourciller, trop occupé à fuir mon chagrin et à croire en cette paix retrouvée. Un flot d'images m'a envahi. Des souvenirs que j'avais refoulés, des paroles que j'avais ignorées. Véronique se plaignant de la têtue de Léa, de sa sensibilité excessive. C'est le conseil pour endurcir les enfants. Là elle a un caractère bien trempé, cette Léa, il faut la briser un peu, Julien, sinon elle te montera sur la tête. Des mots qui, à l'époque, me paraissaient être le simple discours d'une mère attentive, soucieuse du bien-être de ses enfants. Maintenant, ces mots résonnaient comme des aveux, des préludes à la violence. Mon regard s'est posé sur Madame Bernard, notre gouvernante, qui se tenait un peu à l'écart, près de l'entrée de la cuisine. D'ordinaire si discrète, son visage était pâle, ses lèvres serrées. Elle m'a regardé, et dans ses yeux fatigués, j'ai vu la même terreur que chez Léa, mais aussi une détermination farouche. Elle a croisé mon regard, puis, subtilement, a fait un signe de tête vers la porte du petit salon. Véronique, toujours dans sa performance, s'est tournée vers moi, son sourire de façade. « Mais tu ne veux pas te reposer, chérie ? Je vais préparer le dîner. » J'ai pris une profonde inspiration, sentant le sol se dérober sous mes pieds, mais me forçant à maintenir mon calme extérieur. Je devais la jouer, moi aussi. Pour Léa. Pour Théo. Pour la vérité. Non, merci, Véronique, ai-je répondu, ma voix plate. Mais un café ne serait pas de refus. C'est à ce moment que Madame Bernard s'est avancée, d'une démarche hésitante mais résolue. Son regard intense, presque suppliant, ne m'a pas quitté. « Monsieur, puis-je vous préparer un café dans le petit salon ? Il faut que je vous parle. » Cet instant a tout changé. Le regard de Madame Bernard n'était pas une invitation, c'était un appel à l'aide. Avez-vous déjà fait confiance à votre intuition face à une situation qui semblait trop parfaite ? Racontez-moi dans les commentaires. Pour moi, l'heure de la vérité avait sonné point le petit salon. C'est une pièce que j'aimais bien, plus intime que le grand, avec ses fauteuils profonds et sa petite bibliothèque. Un refuge. Mais ce jour-là, l'air y était lourd, épais, chargé d'une vérité que je craignais de découvrir. Madame Bernard, ses mains tremblantes tenant la cafetière, m'a servi mon café, ses yeux fuyant les miens, puis les fixant avec une intensité déchirante. « Monsieur » a-t-elle commencé, sa voix un murmure à peine audible. Je ne pouvais plus me taire. Mon cœur battait la chamade, tambourinant dans ma poitrine.
Je les regardais, les encourageais d'un signe de tête. « Et qu'est-ce qui se passe, Madame Bernard ? Dites-moi tout. » Elle a inspiré profondément, comme une plongeuse avant de sauter dans l'abîme. Puis, les mots ont déferlé, une cascade de récits glaçants, chaque phrase un coup de poignard dans ma conscience de père. Elle m'a raconté comment Véronique, sous couvert de « discipline » et de « bonne éducation », affamait les enfants. Des repas entiers sautés pour « mauvais comportement ». Des assiettes de pain sec comme seule pitance, jour après jour. Léa, obligée de finir des assiettes de légumes froids, sous la menace. Elle a décrit comment Théo, le petit Théo, était enfermé dans sa chambre pendant des heures, seul dans le noir, parce qu'il pleurait trop. Léa, elle aussi, était parfois punie de la même manière, isolée, privée de jouets, de livres. Mais elle leur disait que personne ne les aimerait s'ils n'étaient pas sages, monsieur. Personne. Elle disait qu'elle seule pouvait les supporter. La violence verbale. Les menaces constantes. La façon dont Véronique manipulait les enfants, leur faisant croire que c'était de leur faute s'ils étaient punis, qu'ils étaient méchants, ingrats. Et moi, j'étais là, à écouter, à sentir la rage monter en moi, une rage froide, une colère noire contre cette femme, et surtout, contre moi-même. Comment avais-je pu être si aveugle? Si lâche? Si absent? La culpabilité me rongeait, une douleur plus vive que n'importe quel chagrin. Pourquoi ne m'avoir rien dit plus tôt, ai-je réussi à articuler, ma voix rauque. Madame Bernard a baissé les yeux, les larmes coulant sur ses joues ridées. Là elle m'a menacé, monsieur. Sa voix a retrouvé un peu de force, empreinte d'une amertume palpable. Là elle m'a dit qu'elle me ferait accuser de vol, qu'elle me ruinerait, qu'elle ferait en sorte que je ne retrouve jamais de travail. Elle savait que j'avais besoin de cet emploi. J'avais peur, monsieur. Mais voir ces petits, voir Léa se cacher les bras, voir Théo pleurer sans bruit. Je n'en pouvais plus. Puis, elle a fait le geste le plus courageux que j'ai jamais vu. De la poche de son tablier, elle a sorti un vieux téléphone portable, l'écran rayé. J'ai pris des photos. En secret. Je savais que personne ne me croirait autrement. Elle m'a tendu l'appareil. Les images s'affichaient, crues, indéniables. Léa, le bras couvert de bleu, caché sous sa manche. Théo, le visage émacié, devant une assiette presque vide. La porte de la chambre d'enfant, un loquet ajouté de l'extérieur. La preuve. La preuve de la cruauté, de la trahison, de l'horreur que j'avais laissé s'installer sous mon propre toit. À ce moment-là, toute ma douleur, toute ma culpabilité se sont cristallisées en une seule et même chose, une détermination inébranlable. Mes enfants avaient besoin de moi. Pas du Julien architecte, enfermé dans son chagrin, mais du Julien père, le protecteur. J'ai remercié Madame Bernard, sa bravoure m'emplissant d'un respect infini. Mon esprit d'ingénieur, mon sens de la stratégie, tout est revenu en force. Il n'y avait plus de place pour l'émotion stérile, seulement pour l'action. Sans un mot de plus, j'ai sorti mon propre téléphone. J'ai composé le numéro. Un numéro que je connaissais par cœur, celui d'un vieil ami, Maître Antoine Leclerc, avocat de renom, réputé pour sa rigueur et son intégrité. La ligne a sonné. Antoine? C'est Julien. J'ai un problème. Un gros problème. Et je vais avoir besoin de toi. N'agis pas sous le coup de l'émotion, Julien. La vengeance est un plat qui se mange froid, et la justice, un plat qui se prépare avec soin. Les mots d'Antoine Leclerc résonnaient dans ma tête. Je lui avais tout raconté, pendant de longues heures, dans son cabinet austère. Les détails sordides, les photos, le témoignage de Madame Bernard. Son visage d'habitude si impassible s'était teinté de gravité. Il avait écouté, posé des questions précises, sans jugement. Sa stratégie était claire, il fallait agir vite, mais sans précipitation. Rassembler plus de preuves, des témoignages d'éducateurs, du pédiatre, avant de frapper.
Ensuite, demander une ordonnance de protection d'urgence et la garde temporaire des enfants. On va la prendre par surprise. Elle ne doit rien soupçonner jusqu'au dernier instant. Les jours qui ont suivi ont été un véritable enfer. Rentrer à la maison, sourire à Véronique, faire semblant que tout allait bien. Manger à la même table que la femme qui affamait mes enfants, entendre ses rires, ses commentaires innocents, tandis que chaque fibre de mon être hurlait de colère et de dégoût. Je l'observais, chaque geste, chaque regard. La façon dont elle regardait Léa avec une impatience à peine voilée, la façon dont elle répondait aux questions de Théo avec une feinte gentillesse. C'était une performance magistrale, et j'étais désormais son spectateur involontaire, mon cœur de père déchiré par l'hypocrisie. Je me suis mis à l'écouter. Chaque soir, après que les enfants soient couchés, je m'enfermais avec Madame Bernard dans le petit salon. Elle me donnait des détails, des dates. Je prenais des notes, je tentais de reconstituer le puzzle. Elle m'avait même donné accès à la tablette des enfants, sous un faux prétexte, où j'ai pu trouver d'autres éléments, des messages échangés avec une amie où Véronique se plaignait du fardeau des enfants, de leur insupportable obstination. Pendant ce temps, Antoine travaillait dans l'ombre. Des rendez-vous discrets avec le pédiatre de Théo, qui avait des doutes sur certaines ecchymoses. Des entretiens avec l'institutrice de Léa, qui avait remarqué un changement dans le comportement de ma fille, une tristesse, une méfiance inhabituelle. Chaque pièce du dossier s'assemblait, chaque mensonge de Véronique se transformait en preuve accablante. L'attente était insoutenable. Chaque soir, je tremblais à l'idée qu'elle découvre quelque chose. Je cachais mes appels, mes rencontres. Je me regardais dans le miroir, pratiquant mon visage neutre, mon sourire contraint. C'était une guerre psychologique, et je devais être le plus fort. Puis, le jour est arrivé. Un mardi après-midi, un ciel lourd, menaçant. J'étais rentré un peu plus tôt que d'habitude, sous prétexte d'un léger malaise. Je savais ce qui allait se passer. J'étais dans le grand salon, feignant de lire un journal, mon cœur battant la chamade. Léa et Théo jouaient sagement dans leur chambre, sous la surveillance discrète de Madame Bernard. Véronique était dans la cuisine, préparant un thé. Et puis, la sonnette a retenti. Un son sec, strident, qui a déchiré le silence. Mon corps s'est tendu. Véronique est sortie de la cuisine, un peu agacée. Et qui ça peut bien être? Je n'attends personne. Elle a ouvert la porte. Devant elle se tenait un homme en costume sombre, l'air grave, tenant une enveloppe à la main. Un huissier de justice. Madame Dubois, a-t-il demandé, sa voix professionnelle. Véronique a pâli. Oui. J'ai des documents à vous remettre de la part de maître Antoine Leclerc. La couleur a quitté le visage de Véronique. Elle a pris l'enveloppe, ses mains tremblantes. Le silence était palpable. Elle a déchiré l'enveloppe, a sorti les papiers, ses yeux parcourant les lignes, puis s'arrêtant net. L'ordonnance de protection. La demande de garde. Les accusations. En un instant, le masque s'est brisé. Le beau visage de Véronique s'est déformé, la fureur remplaçant la surprise. Elle a jeté les papiers au sol, ses yeux flamboyants se posant sur moi. Théoï, a-t-elle hurlé, sa voix rauque, méconnaissable. C'est toi, n'est-ce pas? Tu vas me le payer. Je vais te détruire. Je vais faire en sorte que tu ne revoies jamais ces gosses. Les enfants ont couru, alertés par les cris. Léa s'est cachée derrière Madame Bernard, Théo pleurant doucement. Le chaos venait d'exploser. La guerre était officiellement déclarée. Et la guerre était déclarée, et Véronique, fidèle à sa nature calculatrice, n'avait pas tardé à riposter. Dès le lendemain de cette scène chaotique, Antoine m'a appelé, le ton grave. Elle a engagé maître Dubois-Moretti. Le nom a résonné dans mon bureau comme un coup de marteau sur du verre. Sarah Dubois-Moretti, la reine des tribunaux de Paris, une avocate redoutable, réputée pour sa pugnacité et sa capacité à retourner n'importe quelle situation en sa faveur. C'était le signe qu'elle n'allait rien lâcher,
que la bataille allait être féroce. Ils ont déjà déposé une requête, a continué Antoine, sans prendre de gants. Une contre-poursuite. Ils vous accusent d'être un père absent, un homme égocentrique qui a toujours négligé ses enfants, surtout après le décès de Sophie. Ils vont peindre un tableau de vous en père absent et d'elle en martyr dévoué. Soyez prêts, Julien. Ces mots m'ont frappé en plein cœur, me laissant un goût amer dans la bouche. C'était ma plus grande faiblesse, ma plus grande honte, mon talon d'Achille, ma propre absence. Mon chagrin m'avait aveuglé, oui. J'avais fui mes responsabilités, me plongeant dans le travail pour anesthésier ma douleur. J'avais involontairement créé le terrain parfait pour que Véronique joue son rôle de mère parfaite, sale sainte qui sacrifiait tout pour mes enfants difficiles. La culpabilité m'a de nouveau submergé, mais cette fois, elle était différente. Moins paralysante, plus comme un carburant froid qui nourrissait ma détermination. Je ne pouvais plus changer le passé, mais je pouvais me battre pour l'avenir de mes enfants. Et les enfants, ai-je demandé à Antoine, ma voix trahissant une inquiétude profonde. Léa. Elle va devoir témoigner. Il y a de fortes chances, a-t-il répondu, toujours aussi direct. Mais la décision lui appartient. Elle ne doit en aucun cas se sentir forcée. Si elle témoigne, ce doit être de son plein gré, avec son entière compréhension. C'est crucial. J'ai eu cette conversation difficile avec Léa quelques jours plus tard, dans l'intimité de sa chambre. Théo était avec Madame Bernard, qui veillait sur lui comme une louve. J'ai pris ma fille sur mes genoux, ses petits bras autour de mon cou. Je lui ai expliqué, avec des mots simples et choisis, que maman Véronique avait fait de mauvaises choses, et que nous allions devoir aller devant un juge pour que tout le monde sache la vérité. J'ai insisté sur le fait que ce n'était pas de sa faute, jamais. Papa, est-ce que je dois parler? Ses yeux, si grands, si interrogateurs, reflétaient une peur que je connaissais trop bien. Ma chérie, tu n'es obligée à rien, lui ai-je dit, en lui caressant les cheveux avec tendresse. Personne ne te forcera. C'est toi qui décides. Mais si tu te sens prête à dire ce qui s'est passé, si tu as le courage de dire la vérité, cela pourrait beaucoup nous aider. Pour que Théo et toi soyez vraiment en sécurité, pour de bon. Elle a réfléchi un long moment, ses petits sourcils froncés. J'ai retenu mon souffle. Puis, elle a hoché la tête, un petit signe si minuscule que j'ai failli le manquer. Je veux que le juge sache. Je ne veux plus avoir peur, papa. Son courage m'a transpercé. Elle, si petite, affrontait déjà ses peurs avec une force que j'avais moi-même mise tant d'années à retrouver. J'étais fier, immensément fier. Pendant ce temps, la guerre des masques battait son plein en dehors des tribunaux. Véronique, par l'intermédiaire de son avocate, avait commencé à faire circuler des rumeurs. Des amis communs, des relations professionnelles, me regardaient désormais avec des yeux dubitatifs. On me demandait si j'étais vraiment sûr de ce que je faisais, si je ne réagissais pas trop sous le coup de l'émotion. La machine à discréditer était en marche, peignant un tableau de moi en père vindicatif, incapable de gérer son chagrin. J'ai dû apprendre à ignorer les murmures, les regards fuyants. Ma seule préoccupation était Léa et Théo. Antoine et moi, nous passions des heures à préparer le procès. Revoir les preuves de Madame Bernard, anticiper les attaques de Maître Dubois-Moretti, répéter les témoignages des différents intervenants. Chaque détail comptait. Chaque mot, chaque silence. L'enjeu était immense. C'était la vie de mes enfants qui était en jeu, leur droit à grandir sans peur, loin des ombres du passé. L'arène des tribunaux était une adversaire redoutable, mais j'avais ma propre arme, la vérité. Et le courage silencieux, inébranlable, de ma fille. Le jour du jugement est arrivé. La cour d'appel de Paris, son architecture imposante, ses longs couloirs où résonnent les pas feutrés des avocats et des justiciables. L'air était froid, lourd, chargé de l'enjeu qui nous attendait. La salle d'audience était sobre, presque austère, mais l'atmosphère y était électrique, palpable.
Le silence n'était brisé que par le grattement occasionnel d'un stylo ou le souffle contenu des rares personnes autorisées à assister à cette audience à huis clos. La juge Renaud, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux gris tirés en chignon, présidait d'une main de fer, son visage impassible ne laissant transparaître aucune émotion. Une femme difficile à cerner, ce qui ajoutait à ma nervosité. Nous étions là. Moi, Antoine, Léa et Théo, assis côte à côte, l'un contre l'autre. Madame Bernard était un peu en retrait, le visage pâle mais le regard déterminé. En face, Véronique, flanquée de maître Dubois-Moretti, sa silhouette élégante et son sourire condescendant me mettaient les nerfs à vif. Elle semblait flotter, intouchable, dans son rôle de victime incomprise. Maître Leclerc, calme et posé comme à son habitude, a commencé par présenter notre dossier. Chaque mot était pesé, chaque fait étayé. Il a rappelé les dates, les incidents, la chronologie des événements qui avaient conduit à cette audience. J'écoutais, le cœur serré, revivant chaque instant, chaque détail que j'avais ignoré, chaque signe que j'avais manqué. Puis est venue Madame Bernard. Elle s'est avancée à la barre des témoins, son pas hésitant, ses mains noueuses agrippant le rebord, comme si elle cherchait un appui pour ne pas s'écrouler. J'ai vu la peur dans ses yeux, une peur profonde et viscérale, mais aussi la force de sa conviction, la droiture de sa conscience. Elle a levé la main et a juré de dire la vérité, toute la vérité. D'une voix d'abord tremblante, presque un murmure, puis de plus en plus assurée à mesure qu'elle avançait dans son récit, elle a raconté. Elle a décrit les repas restreints, les assiettes de pain sec, les enfants affamés. Elle a parlé des longues heures que Léa et Théo passaient enfermés dans leur chambre, seuls dans le noir, punis pour des motifs futiles. Les menaces, les mots blessants que Véronique leur assénait, leur faisant croire qu'ils étaient méchants, ingrats, insupportables. Elle a décrit les bleus sur les bras de Léa, que ma fille s'efforçait de cacher, la pâleur de Théo, le changement dans leur rire, leur repli sur eux-mêmes. Puis, les preuves visuelles. Les photos. Elles ont été projetées sur un écran, muettes, mais si éloquentes. Chaque image était un coup de marteau dans le silence pesant de la salle. Un bras d'enfant maculé de bleu, une assiette presque vide face à un visage émacié, une porte avec un loquet ajouté de l'extérieur. Chaque pixel était une preuve irréfutable de la cruauté, une accusation silencieuse mais tonitruante. Je sentais la rage monter en moi, une rage froide, contenue, en voyant ces images qui prouvaient mon aveuglement. Maître Dubois-Moretti s'est levé, sa démarche assurée, son regard perçant. Elle a commencé son contre-interrogatoire, un sourire froid et un peu moqueur aux lèvres. Elle était là pour détruire la crédibilité de Madame Bernard. Madame Bernard, n'êtes-vous pas simplement une vieille gouvernante jalouse, aigrie, qui n'a jamais accepté de voir une autre femme prendre la place de Madame Dubois dans cette maison? Ne rêvez-vous pas d'une revanche personnelle? Madame Bernard, sous le feu roulant des questions insidieuses, est restée digne. Ses mains tremblaient, mais sa voix, bien que faible, ne flanchait pas. Je n'ai jamais été jalouse, maître. J'ai aimé Madame Sophie comme ma propre fille. Et j'aime ses enfants comme mes petits-enfants. Je n'ai fait que mon devoir, protéger des innocents qui n'avaient personne d'autre pour les défendre. Sa voix, empreinte de dignité et d'une sincérité brute, a touché l'assistance, même la juge, dont le visage restait impénétrable. Elle était un roc, cette femme. Un symbole de courage silencieux. Après son témoignage, le moment tant redouté est arrivé. Véronique a été appelée à la barre des témoins. Elle s'est avancée, vêtue d'une robe sobre, d'un noir élégant, son visage marqué par une fausse tristesse savamment étudiée. C'était l'actrice parfaite, prête à jouer son rôle de victime innocente. Elle a juré sur l'honneur, puis a commencé son récit, sa voix brisée par de faux sanglots, qu'elle maîtrisait avec une précision chirurgicale. Elle a parlé de son dévouement après la mort de Sophie, de son sacrifice pour élever des enfants qui n'étaient pas les siens. Elle a décrit Julien en moi comme un homme froid, distant, absent, qui l'avait laissé seul face à des enfants difficiles et turbulents. J'ai fait de mon mieux, votre honneur, a-t-elle sangloté, essuyant une larme qui n'existait pas. Son regard, un instant,
a croisé le mien, empli d'un défi silencieux. J'ai tenté d'apporter de la structure, de la discipline. Mais Monsieur Dubois ne m'a jamais soutenu, il ne voyait rien, il était toujours parti, plongé dans son travail. Elle a réussi à peindre un portrait d'elle-même en martyr, une victime dévouée des circonstances, sous le joug d'un mari indifférent et d'enfants ingrats. J'ai vu certains regards dans la salle hésiter, certains visages se laisser émouvoir. Elle était diaboliquement convaincante, et mon estomac se tordait de rage. La manipulation a son paroxysme. Maître Leclerc a fait un bref contre-interrogatoire, pointant les incohérences, les contradictions, mais la performance de Véronique était si maîtrisée qu'elle s'en est sortie avec une aisance déconcertante. C'était comme si la vérité glissait sur elle sans prise. Le silence est revenu dans la salle, lourd de toutes ces émotions contradictoires, de ces mensonges flagrants qui semblaient avoir, un instant, pris le dessus. La juge Renaud a regardé son dossier, puis a levé les yeux, son regard se posant sur Léa, assise à côté de moi, serrant la main de Madame Bernard. Ma fille, si petite, si fragile en apparence, mais si forte. Et maintenant, a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme, qui a coupé le souffle de tous les présents, j'aimerais entendre la jeune Léa, si elle se sent prête. Le silence dans la salle d'audience était total. Tous les regards se sont tournés vers ma fille de 8 ans. Le cœur de cette histoire, la vérité fragile, reposait désormais sur ses petites épaules. Si vous m'écoutez encore, pourriez-vous commenter avec le chiffre 1 minute ci-dessous, pour que je sache que des amis accompagnent toujours mon récit sur la chaîne Les Voix du Cœur? Votre présence est le plus grand des encouragements pour que je puisse raconter la fin de ce combat. Le silence était assourdissant. Le souffle de toute la salle d'audience semblait suspendu, les yeux rivés sur ma petite Léa. Mon cœur battait à tout rompre, une angoisse mêlée d'une fierté immense m'envahissait. Elle était si petite, si fragile en apparence, et pourtant, elle s'apprêtait à affronter la plus grande épreuve de sa vie, le regard de tous posé sur elle. La juge Renaud, d'une bienveillance rare et d'une humanité inattendue, s'est penchée vers elle, adoucissant son regard d'ordinaire si sévère. Léa, ma chérie, tu n'es pas obligée de parler si tu ne veux pas. Tu as le droit de rester silencieuse. Mais si tu as des choses à nous dire, des choses que tu as vues ou vécues, nous t'écouterons très attentivement. Nous sommes là pour toi. Léa a hoché la tête. Elle a marché vers la barre des témoins, son pas hésitant d'abord, puis soudain, d'une détermination nouvelle. Elle a posé ses petits pieds sur la marque au sol, a levé les yeux vers la juge, puis vers moi, un rapide clin d'œil que j'ai à peine perçu, mais qui a suffi à me donner une force inouïe. Sa petite main a agrippé le micro, ses doigts s'y serrant fermement. Et elle a commencé à parler. Sa voix, d'abord un murmure, a vite trouvé sa clarté, sa force. Une voix d'enfant, pure, sans artifice, sans la moindre intention de nuire, juste de dire la vérité. Elle a raconté, simplement, avec une lucidité désarmante. Les longues heures dans le noir, enfermée dans sa chambre, seule, sans jouets, sans livres. Elle a décrit le pain sec pour le dîner, quand elle n'avait pas été sage, ou quand elle n'avait pas fini une assiette de légumes froids. Elle a parlé de la peur constante de faire du bruit, peur que Théo pleure et qu'ils soient punis tous les deux. La peur du silence après les cris de Véronique. Maman Sophie ne m'aurait jamais enfermé dans le noir, a-t-elle dit, sa petite voix résonnant dans le silence absolu de la salle. Cette phrase, si simple, si dénuée de colère, si directe, a transpercé la salle comme une flèche. Elle n'accusait pas, elle constatait, elle comparait, elle donnait un poids à la différence. Elle a dit que Véronique lui disait qu'elle était méchante, qu'elle méritait les punitions. Elle a dit que Véronique disait qu'elle était une mauvaise petite fille et que personne ne l'aimerait si elle continuait. Mon cœur de père se brisait à chaque mot, mais en même temps, une fierté indicible grandissait en moi. Ma fille était une héroïne. Maître Dubois-Moretti s'est levé, tentant de la déstabiliser, son sourire cette fois plus forcé, moins assuré. Léa, ma petite, n'est-ce pas que parfois, les enfants sont un peu capricieux? N'est-ce pas que maman Véronique voulait juste que tu sois une gentille petite fille, obéissante,
bien élevé? Elle essayait de tourner les mots de Léa en simples enfantillages, en caprices mal interprétés. Léa la regardait, ses grands yeux clairs, sans ciller, sans la moindre hésitation. Je n'étais pas capricieuse, maître. J'avais faim. Et Théo pleurait parce qu'il avait peur. Nous avions faim et nous avions peur. La simplicité de ces mots était dévastatrice, frappant plus fort que n'importe quel discours d'avocat. Elle n'accusait pas, elle décrivait juste son vécu, sa vérité nue. Alors qu'elle racontait un épisode où Véronique avait jeté ses dessins parce qu'elle n'avait pas rangé ses jouets là assez vite, un mouvement s'est produit à la table de la défense. Véronique, assise à côté de son avocate, a commencé à trembler. Sa respiration est devenue haletante, saccadée. Son visage s'est tordu, le masque, définitivement, n'allait plus tenir. Je l'ai observé, une tension glaciale m'envahissant. Je savais que c'était le moment. C'est faux, a-t-elle soudain hurlé, se levant d'un bond, son visage empourpré, déformé par la rage, méconnaissable. Petite menteuse. J'ai tout sacrifié pour toi et ton frère. Vous aviez besoin de discipline. Vous étiez ingrat, insupportable, toujours à me défier. Les mots jaillissaient de sa bouche comme une coulée de lave, incontrôlable, violent, empli d'une haine pure. Elle s'est avancée vers la barre des témoins, menaçante, ses yeux injectés de sang. Maître Dubois-Moretti a tenté de la retenir par le bras, de la calmer, mais Véronique était hors de contrôle. Elle avait arraché son propre masque, révélant la bête qui se cachait dessous. Elle avait avoué. Devant tout le monde. Je n'ai fait que mon devoir, a-t-elle hurlé, la voix brisée par sa fureur. Je vous ai appris la vie. Vous méritez pire. Vous m'avez volé ma vie, ma tranquillité. La salle était plongée dans un chaos assourdissant. Des murmures, des exclamations horrifiées, le bruit des chaises qui reculaient. Léa s'était blottie contre la barre des témoins, les yeux écarquillés, mais elle ne pleurait plus. Maître Leclerc m'a jeté un regard, un sourire de victoire mêlé de stupeur. La juge Renaud, d'une voix qui a transpercé le brouhaha comme un coup de fouet, a frappé son marteau avec une force retentissante. Silence. Le bruit s'est tu, un silence de plomb s'est abattu sur l'audience. La juge a fixé Véronique d'un regard glacial, une colère froide dans ses yeux. Madame Dubois, vous êtes en train de perturber gravement le déroulement de cette audience. Je vous demande de vous rasseoir et de vous calmer. Véronique, tremblante de colère, a ignoré l'ordre. Elle a continué de fulminer, son regard fou sur Léa, qui avait trouvé la force de me chercher du regard. Officier, a ordonné la juge Renaud, sa voix plus forte, sans la moindre hésitation. Veuillez escorter Madame Dubois hors de cette salle pour outrage à la cour. Et pour les aveux que je viens d'entendre. 2 policiers en uniforme se sont approchés de Véronique. Elle s'est débattue, hurlant, la traînant hors de la salle d'audience, ses cris s'éloignant progressivement dans le couloir. La porte s'est refermée sur son dernier hurlement, laissant derrière elle un silence pesant, mais cette fois, c'était le silence de la vérité qui venait d'éclater. Léa, les larmes aux yeux, mais le visage soulagé, m'a regardé. J'ai souri, un sourire tremblant. La justice n'avait pas eu besoin de longs discours ou de preuves complexes pour cette dernière partie. Elle s'était révélée d'elle-même, par la voix pure d'une enfant, et par la folie de la coupable. La bataille était gagnée. Après l'explosion de Véronique, l'atmosphère de la salle d'audience, d'abord chaotique, s'est transformée en un silence pesant, rempli d'une anticipation électrique. Le spectacle des cris de Véronique et son départ forcé avait laissé tout le monde sous le choc. Léa, bien que secouée, s'était blottie contre moi, sa petite main serrée dans la mienne. Théo, réveillé par les hurlements, regardait autour de lui, confus, mais je le serrais fort pour le rassurer. La juge Renaud, d'une dignité imperturbable, a attendu quelques instants pour que le calme revienne complètement. Puis, elle a frappé une dernière fois son marteau, un son sec qui a résonné dans la pièce. Compte tenu des éléments présentés, du témoignage courageux et digne de la jeune Léa, et des aveux involontaires de Madame Dubois, la Cour prononce le jugement suivant.
Ces mots ont résonné, clairs et nets, comme une sentence inéluctable. Monsieur Julien Dubois, vous obtenez la garde exclusive et totale de vos 2 enfants, Léa et Théo Dubois. Une ordonnance d'éloignement est prononcée à l'encontre de Madame Véronique Dubois, lui interdisant tout contact direct ou indirect avec les enfants. Ce dossier sera transmis au procureur de la République pour enquête pénale concernant des faits de maltraitance. Un soupir de soulagement collectif a traversé la salle. Mes yeux se sont embués. J'ai serré Léa et Théo contre moi, enfouissant mon visage dans leurs cheveux, respirant leur odeur, leur présence. C'était fini. Vraiment fini. La justice, enfin, avait prévalu. Le poids qui pesait sur mes épaules depuis des mois, des années même, s'est enfin allégé. Une libération douce, mais teintée d'une fatigue profonde. Cette victoire laissait des cicatrices, c'était certain, mais nous étions libres. En sortant du tribunal, nous avons été assaillis. Une nuée de journalistes, de photographes, leurs micros tendus, leurs flashs aveuglants, des questions fusaient de toutes parts. Monsieur Dubois, un commentaire? Léa, comment vous sentez-vous? Madame Bernard, vous êtes une héroïne. Je n'avais pas de mots pour eux, pas l'envie de commenter, juste le besoin impérieux de protéger mes enfants de ce déferlement médiatique. J'ai pris Léa dans un bras, Théo dans l'autre, les pressant contre moi, les protégeant de mon corps de cette agitation assourdissante. Maître Leclerc et Madame Bernard nous aidaient à nous frayer un chemin, tentant de repousser la foule. Je sentais la fragilité de mes enfants face à cette curiosité vorace, et ma seule priorité était de les mettre à l'abri, loin de ce cirque. C'est à ce moment-là que, par une autre porte latérale du tribunal, Véronique a été escortée par des policiers vers une voiture. Elle avait l'air défaite, ses cheveux en bataille, ses vêtements froissés, son visage ravagé par la colère, la défaite et l'humiliation. Quand elle m'a aperçu, son regard s'est allumé d'une haine brûlante, d'une fureur animale. « Julien » a-t-elle hurlé, sa voix rauque, presque cassée. « Mais tu vas le regretter. Je te jure que tu vas le payer. Je reviendrai. » Ces dernières malédictions ont résonné dans le vacarme des flashs et des questions des journalistes. Je me suis arrêté un instant, mes enfants toujours serrés contre moi. J'ai croisé son regard, cette femme qui avait été mon épouse, l'amie de Sophie, la mère de mes enfants. Mais je n'ai ressenti ni peur, ni rage. Seulement une profonde lassitude. Les menaces, cette fois, ne m'atteignaient plus. « C'est fini, Véronique », ai-je répondu, ma voix calme, posée, emplie d'une certitude nouvelle, inébranlable. La vérité a gagné. Puis, je me suis détourné, m'enfonçant dans la voiture qui nous attendait, Maître Leclerc et Madame Bernard montant juste après nous. Une fois les portes fermées, le silence est retombé, lourd de tout ce qui venait de se passer. J'ai regardé mes enfants. Léa, toujours dans mes bras, a pris la petite main de Théo. Elle a posé sa tête sur mon épaule, ses yeux fixant le paysage qui défilait, et a murmuré, ces mots un baume sur mon âme meurtrie. 2 ans ont passé. 2 années entières. 2 années qui ont pansé les plaies, cicatrisé les âmes, et surtout, rebâti, pierre par pierre, les fondations de notre vie. J'ai vendu la grande villa de Neuilly, celle qui était devenue le théâtre d'un cauchemar. Trop de souvenirs, trop de fantômes, trop de ce silence assourdissant qui avait marqué le début de tout. Nous avons déménagé. Pas très loin de Paris, pour que les enfants gardent leurs repères, leurs amis, mais suffisamment en retrait pour trouver une autre forme de paix. Une maison plus petite, plus chaleureuse, avec des murs moins hauts et une âme bien plus douce. Et surtout, avec un grand jardin. J'ai changé de vie. Vraiment changé. Mon cabinet d'architecte est toujours là, bien sûr, mais j'ai appris à déléguer, à dire non aux projets les plus gourmands en temps, à me désengager quand il le fallait. Mes priorités se sont réalignées, comme les fondations d'un bâtiment qui aurait enfin trouvé son équilibre. Je suis là pour mes enfants. Tous les jours. Je les accompagne à l'école le matin, je prépare le petit déjeuner et je me suis même découvert un talent insoupçonné pour les crêpes du dimanche.
Je lis des histoires le soir, je les écoute parler de leur journée, de leurs petits tracas, de leurs grandes joies. Madame Bernard est toujours avec nous, bien sûr. Elle est devenue bien plus qu'une gouvernante, elle est un membre à part entière de la famille, une grand-mère de cœur que les enfants adorent. Ce matin, le soleil brille, doux et généreux. Théo, maintenant un petit garçon de 4 ans, rieur et espiègle, arrose les tomates avec un mini arrosoir, éclaboussant plus qu'il n'arrose, sa petite boule éclaboussée de terre et de bonheur. Léa, qui a maintenant 10 ans, est assise à côté de moi, les mains dans la terre, ses doigts agiles plantant délicatement des graines de capucine. C'est notre jardin. Le jardin de Sophie, comme nous l'appelons. Nous l'avons créé ensemble, tous les trois, un espace de vie, de couleur, de croissance, en sa mémoire. Chaque fleur plantée, chaque légume cultivé est un acte d'amour, un rappel de la vie qui continue, qui s'épanouit malgré tout. Je les regarde, mes enfants. Leur rire est libre, leur regard est vif, sans la moindre trace de peur. J'ai fait tant d'erreurs, je me suis perdu pendant si longtemps dans mon propre chagrin et mon travail. Mais j'ai appris. Et eux aussi, à leur manière, ont appris. Papa, a dit Léa, en essuyant un peu de terre sur sa joue avec le revers de sa main, tu sais, j'ai eu peur de dire la vérité, papa. J'avais tellement peur de ce que Véronique allait faire. J'ai posé ma main sur sa petite épaule, la serrant doucement. Son courage ce jour-là, au tribunal, avait été le catalyseur de notre liberté. Je sais, ma chérie. Et j'en suis tellement désolé de ne pas avoir vu plus tôt. Je t'ai laissé affronter ça presque seule. Elle a secoué la tête, son regard se perdant un instant dans les pétales d'une rose que nous avions plantée pour Sophie. Non, papa. Mais j'ai appris que le silence fait plus mal que les mots. Plus on se tait, plus ça fait mal à l'intérieur. Aimer, c'est aussi oser dire ce qui est vrai, même quand c'est difficile. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Elle avait raison, ma petite fille, avec la sagesse innocente de l'enfance. Le silence que j'avais cultivé autour de mon propre chagrin, cette carapace que je m'étais forgée, avait permis à l'ombre de s'installer. J'avais cru que me protéger moi-même, c'était aussi les protéger. Quelle illusion. Tu as raison, mon amour, lui ai-je répondu, en regardant Théo qui venait de se faire arroser par accident et qui riait aux éclats, sans la moindre inhibition. Aimer un enfant, ce n'est pas le protéger du monde en le coupant de tout. C'est lui apprendre à y faire face. Mon plus grand tort a été de croire que mon amour pouvait être délégué, que ma présence pouvait être remplacée. Je me suis tourné vers eux, Léa et Théo, mes deux petites lumières, les héritiers de Sophie, la promesse de notre avenir. Ce n'était pas un conte de fées, notre histoire. Les cicatrices étaient là, invisibles parfois, mais bien présentes. Mais elles faisaient partie de nous, des leçons apprises à la dure. Dans un monde où les apparences sont reines, où l'on se cache souvent derrière des masques de perfection, la vérité est un acte de courage silencieux. Ce n'est pas une arme bruyante, qui déchire tout sur son passage. Non. C'est une lumière douce qui, une fois allumée, une fois que l'on a osé la laisser briller, ne peut plus être éteinte. Et c'est la seule chose qui nous permet, à la fin, de nous regarder en face, et de regarder l'autre, avec honnêteté et amour. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de teintes oranges et violettes, éclairant le jardin d'une lumière chaude. Mes enfants continuaient à jouer, à rire, à vivre. Leurs silhouettes s'allongeaient, se mélangeant aux ombres des plantes que nous avions cultivées. J'ai fermé les yeux un instant, sentant la brise légère sur mon visage, le parfum des fleurs, les rires de mes enfants. La paix. Une paix enfin retrouvée, construite sur la vérité, le courage et un amour indéfectible. Nous étions une famille, brisée puis réparée, plus forte qu'avant. Et dans ce jardin de Sophie, la vie continuait de s'épanouir, belle et pleine de promesses. L'histoire de Julien, Léa et Théo, ce voyage au cœur des apparences et de la vérité, se termine ici. Que pensez-vous des décisions de Julien? Auriez-vous agi différemment à sa place, face à une situation aussi déchirante? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, je les lis toutes,
une par une, et vos mots sont un véritable écho à ces récits. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur l'amour, le silence ou le courage, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec quelqu'un qui, vous le sentez, sera aussi ému, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne pas manquer nos prochains récits. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être vous qui serez au cœur d'un nouveau mystère.